Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, le secteur de l'hôtellerie tente de sortir la tête de l'eau. Entre résilience et espoir, nous évoquerons la situation avec le vice-président régional et directeur général du Fairmont Monte-Carlo, Pierre-Louis Renou. C'est le rêve de tout sportif, participer à des Jeux Olympiques. Xiao Xingyang est actuellement à Doha pour tenter de décrocher sa qualification pour Tokyo 2020 en tennis de table. Elle sera avec nous depuis le Qatar. Dans ce journal également, nous avons suivi le stage des commissaires de piste de l'Automobile Club de Monaco à quelques semaines. Des grands rendez-vous automobiles en principauté. Mais tout d'abord, je vous le disais en titre, comme tous les grands groupes hôteliers, le Fairmont Monte-Carlo subit la crise de plein fouet. Mi-janvier, la direction a annoncé un plan social au sein de son établissement. Bonsoir Pierre-Louis Renou. Oui, bonsoir Émilie. Vous êtes le vice-président régional et directeur général du Fairmont Monte-Carlo. Où en est ce plan social? Nous avons ouvert ce plan à un volontariat à tous. Nous sommes passés par une période de reclassement, ce qui nous a permis de faire 47 départs volontaires, de limiter les départs contraints à 6 postes au maximum. Et il faut savoir qu'on a pu faire ça parce qu'il y a eu une prolongation du CTTR par le gouvernement princier. Et évidemment, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus sereine et beaucoup plus de soutien sur les mois à venir qui malheureusement semblent encore bien compliqués. Oui, on va y revenir plus tard, mais comment tout d'abord se sont passées les discussions avec les représentants du personnel? Écoutez, dès le début, on a expliqué que notre volonté était de conserver un maximum de savoir-faire, de limiter au maximum la casse et de trouver des accords permettant de satisfaire une partie du personnel qui se rapprochait d'un certain âge et qui, compte tenu de la crise, était intéressé à partir. Donc d'accompagner financièrement, socialement cette population. Et puis, parallèlement à ça, d'essayer de conserver un maximum de talents en trouvant des accords qui nous permettent de réduire nos charges pour traverser cette crise qui s'avère beaucoup plus longue que l'on le pensait. C'est ce qui s'est passé. Nous avons pu trouver des accords gagnant-gagnant, intelligents, équilibrés, sans trop se disputer. Donc c'est une relation moderne qui m'a beaucoup rassuré sur le futur de la relation de travail dans l'entreprise. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui la situation du Fairmont Monte-Carlo est toujours préoccupante? Vous évoquiez il y a quelques mois une baisse d'activité d'une violence inouïe. Là, je vous cite. Oui, malheureusement, c'est le cas. Toutefois, il faut essayer de se projeter vers l'avant. Il semblerait que les pays dans lesquels le vaccin a été distribué d'une manière massive semblent avoir un recul de l'épidémie. Il y a également, on apprend sur le tas, on apprend au fur et à mesure de l'évolution de la crise. On parle de passeport sanitaire, on parle de mieux connaître la maladie, de mieux connaître l'épidémie. Et petit à petit, il va falloir vivre avec cette situation, en profitant du vaccin, en profitant de la connaissance que l'on a acquise sur la science, pour reprendre des échanges, du tourisme, des transports, et reprendre une vie, peut-être pas comme celle qu'elle était avant à moyen terme, mais pour petit à petit retrouver des échanges et de la sociabilité. Voilà, maintenant l'objectif, la prochaine étape, c'est penser à la relance. Oui, effectivement, nous avons vu l'année dernière, lorsque les choses sur la situation sanitaire s'étaient calmées en juillet-août, un très bon retour du tourisme de proximité. Nous l'attendons cette année également. Nous avons eu la bonne nouvelle également de la confirmation du Grand Prix de Formule 1. Et puis nous nous préparons également pour l'automne avec l'accueil et le retour de séminaires, de congrès, de touristes d'affaires pour reprendre une activité plus ou moins normale au fur et à mesure des mois et du temps. Et comment être attractif pour retrouver progressivement une activité normale? Nous sommes très soutenus par la DTC, par le gouvernement princier. Nous-mêmes également, nous nous engageons à revoir notre offre parce que nous commençons cette année un plan de rénovation très ambitieux sur l'hôtel, sur la partie hébergement, sur la partie restauration, sur tous les services d'entertainment, de bien-être que nous pourrons proposer à nos clients, à nos familles qui viendront visiter le Fairmont Monte-Carlo. Donc c'est un travail commun entre la destination et les acteurs locaux pour se trouver les plus attractifs et les plus séduisants
pour que rapidement les clients reviennent en Principauté et au Vermont. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Louis Renou d'avoir été avec nous pour faire le point sur la situation du Fairmont Monte-Carlo actuellement. Merci à vous Émilie, à très bientôt. On rejoint Frédéric Elion pour un premier point sur l'actualité. Bonsoir Frédéric, on commence par une nouvelle subvention dans le cadre du plan de relance. Bonsoir Émilie, lancée à Monaco par la direction de l'environnement et l'association Écosciences Provence, respectivement en 2017 et 2020. Les labels Commerce engagé et Restaurant engagé ne cessent d'attirer de nouveaux adhérents. Près de 80 établissements de la Principauté sont actuellement engagés dans cette démarche gratuite, participative et évolutive de réduction des déchets, d'économie d'énergie, d'eau, de promotion de la mobilité durable et de lutte contre le gaspillage. Afin de poursuivre le développement de ces labels, le gouvernement a décidé d'intégrer dans son plan de relance une aide financière allant de 3 000 à 6 000 euros aux commerces et restaurants engagés. On passe à cet événement pour les adhérents du Pacte national pour la transition énergétique. Dans le cadre de l'édition 2021 de la Monaco Ocean Week, la MTE convie ses adhérents du Pacte national à une rencontre débat mercredi 24 mars de 16h30 à 18h sur le thème « Transition énergétique et impact sur les ressources, deux objectifs conciliables ». Le débat réunira 6 intervenants, avec notamment Guillaume Pitron, journaliste français et spécialiste de la géopolitique des matières premières. Le format de l'événement sera déterminé en fonction de l'évolution des mesures sanitaires. Et on termine par ces rendez-vous à venir à l'hôtel des ventes de Monte-Carlo, Frédéric. Une vente de montres et de joaillerie est en préparation pour juillet 2021, mais sachez que d'ici là, 2 ventes sont prévues d'ici la fin du mois de mars, une première le 19 et une deuxième le 25, qui sera consacrée aux bijoux de charme. Le catalogue complet est à retrouver sur le site hvmc.com. Merci Frédéric. Elle avait raté de peu la qualification olympique lors des Jeux européens à Minsk en 2019. Xiao Xingyang a une nouvelle opportunité de pouvoir décrocher son billet pour les Jeux de Tokyo. La pongiste monégasque, actuellement 44e mondiale, est au Qatar. Elle participe demain au tournoi de qualification olympique. Elle est avec nous ce soir depuis Doha. Bonsoir Xiao Xingyang. Bonsoir, Émilie. C'est une carte importante que vous jouez à Doha. Il y a une qualification pour les Jeux de Tokyo à la clé. Oui, c'est vrai. En ce moment, je suis à Doha, donc je commence dimanche. Et comment ça se passe? Alors, comment aller chercher cette place pour se qualifier à Tokyo? D'abord, je pense que je vais tout donner pour essayer de réussir et chercher les places. Et je pense que pour réussir, il faut que d'abord je me mets bien dans ma tête. Faut pas mettre trop de pression. Je sais que si je joue normalement, j'aurai une chance de réussir. Donc, il faut rester zen, positive, voilà. Donc concrètement, il faut sortir des tableaux pour espérer empocher le ticket gagnant. Oui, c'est ça. En fait, on aura 4 tableaux. Donc, c'est les 4 vainqueurs qui vont directement au JO. Et la dernière place, ça sera les 4 deuxièmes qui refont une compétition. D'accord. Et c'est possible, le plateau est au relevé? C'est possible parce que toutes les filles sont là, les qualifications, je les ai déjà tous battues, donc je suis confiance en moi. Mais une compétition, c'est une compétition, on ne sait jamais, mais je sais que je suis en confiance, je vais tout donner. Voilà, Xiao, comment vous vous sentez physiquement et mentalement? Vous êtes prête, hein? Oui, je suis prête, je suis motivée même, et je suis même contente de pouvoir participer à cette compétition pour y aller au JO et pour participer avec le drapeau de Monaco. Et comment vous vous êtes entraînée ces derniers mois pour ce tournoi? Je m'entraîne quand je restais à Monaco, je joue tous les jours dans la salle. Et sinon aussi, dès que j'ai le temps, je pars à Paris pour m'entraîner, faire le stage en France. Et qu'est-ce que ça représente pour vous les Jeux Olympiques? C'est le rêve quand j'étais toute petite, voilà, donc c'est déjà dans ma tête, je suis contente, voilà. J'ai envie d'aller, j'ai envie de voir qu'est-ce que c'est vraiment Jeux olympiques. En tout cas, on vous souhaite
Bonne chance, Xiao, pour ce tournoi qualificatif pour les Jeux. On croise les doigts et puis on suivra bien évidemment votre parcours à Doha. Merci beaucoup. Nous évoquions les Jeux Olympiques de Tokyo avec Xiao Xingyang. Lui aussi est un événement qui aurait dû se dérouler en 2020, mais la crise sanitaire en a voulu autrement. Je veux parler du Grand Prix de Formule 1. Cela ne vous a pas échappé, les infrastructures se montent progressivement sur le port Hercule. Christine Datomel, vous avez été le témoin aujourd'hui d'un autre moment qui lance le compte à rebours avant les premiers grands rendez-vous auto en Principauté. Oui, Émilie, alors que le Grand Prix se prépare doucement en Principauté, le traditionnel stage de formation pour les commissaires de course vient de débuter ici à Fontvieille. Ils seront cette année plus de 600 à participer à la 78e édition du Grand Prix de Monaco. J'ai à mes côtés Jean-Michel Matas. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, comment se déroule cette formation ? Cette formation va regrouper là, sur le site pendant 2 jours, sur 2 jours, à peu près 600 commissaires. Pourquoi 600 par rapport aux 675 exactement? Tous les gens qui sont sur site ont été testés, aussi bien les commissaires que l'encadrement. Pour la petite histoire, nous sommes quand même 103 membres de l'organisation à encadrer nos commissaires. Et tous sont testés. Quelles sont, selon vous, les qualités pour être un bon commissaire de course ? Pour être un bon commissaire de piste, il faut d'abord être passionné par le sport automobile, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut être très respectueux des ordres, puisqu'il y a un chef de poste, on obéit au chef de poste et uniquement à lui, et on doit être très concentré. En signalisation ou en intervention, les jeunes femmes commissaires de piste, tout comme les hommes, participent à différents exercices. Visio, retournement, intervention, 10 ateliers au total sont répartis sur le site, dont l'atelier feu qui reste l'atelier le plus impressionnant, certains commissaires de piste effectuant leur premier baptême de feu. On a des gens qui arrivent, c'est leur premier Grand Prix, il y en a, ça fait 30 Grands Prix. Ce qu'on veut, c'est que ça se pérennise dans le temps et qu'ils reviennent en bon état. Parce que les véhicules, on est d'accord, c'est une course. Les consignes de ralentir, c'est bien, mais ces pilotes-là, quand on leur dit de ralentir, au lieu d'arriver à 300, ils arrivent peut-être à 150. Donc il ne faut absolument pas rigoler avec ça. Ce sont des commissaires de course, ce ne sont pas des pompiers. Vous les mettez dans des exercices où, par exemple, une voiture prend feu. Comment ils réagissent ? L'appréhension, ce n'est pas la même, on est bien d'accord, mais il faut savoir que la force des commissaires, comme la force des pompiers, c'est le groupe. Donc on travaille main dans la main avec les commissaires de l'ACM et les pompiers sur place, et ce qui fait qu'on a toujours un briefing en amont et journalier pour dire s'il arrive tel problème, on fonctionne de telle manière ou de telle autre. Quel est le plus difficile dans cet exercice ? Cet exercice, c'est en fait maintenant, avec le Covid, avec le masque surtout, parce qu'il y a beaucoup de buée, on ne voit pas les flammes. Est-ce que justement vous soutenez la relève, si on peut dire ? Oui, bien sûr, on les aide. À chaque Grand Prix, on a souvent des nouveaux, 4-5 nouveaux à chaque fois, que ce soit au drapeau, en intervention ou au feu. Donc on leur donne quelques conseils, s'il y a une intervention à faire, parce que bon, dans le stage, on est quand même bien encadré. Mais après, sur le terrain, c'est autre chose. Pour rappel, la 78e édition du Grand Prix de Monaco se déroulera du jeudi 20 mai au dimanche 23 mai. Et si pour l'heure, nous ne connaissons pas encore les conditions exactes du déroulement du Grand Prix de Monaco, une chose est sûre, c'est que l'Automobile Club suit de très près l'évolution sanitaire internationale et prendra bien sûr toutes les mesures nécessaires pour assurer au mieux la sécurité des spectateurs. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places en ligne ou auprès de la billetterie officielle, Émilie. Et il en va de même pour le 12e Grand Prix de Monaco historique qui aura lieu du 23 au 25 avril et le 4e e-prix le 8 mai prochain. Merci Chrisinda. On reste dans le domaine du sport avec vous, Frédéric Elion, et ce choc à venir dimanche au Stade Louis II. C'est clairement l'affiche de cette 29e journée de Ligue 1. Monaco-Lille, un duel entre deux prétendants au podium, voire même au titre de champion. L'ASM, 4e au classement avec 55 points, possède 7 unités de retard sur le leader lillois. Ce match pourrait donc être un tournant de la fin de saison monégasque. We have now 10 games to go and as I said before, we are not watching on the first position. First of all, we want to win the game because we play at home. We want to increase the gap, as I said, and if we have some games to go and we are very close to the top 3,
we're going to try to attack. But for us, it is an important game not to attack the first position, to secure the fourth position. This is our goal, and we're playing at home, as I said, and we want to win. We know we're playing against the best team in the league, so it is a very interesting game for sure. Touché contre Nice en Coupe de France, Aurélien Tchouaméni et Guillermo Maripane se sont entraînés normalement cette semaine et seront là dimanche. Pietro Pellegrini et Gelson Martins sont eux toujours absents. En basket, le leader monégasque s'est imposé sans trembler au Portel hier soir à l'occasion de la 24e journée de Jeep Elite. Une 10e victoire consécutive pour la Roca Team en Jeep Elite Émilie qui n'a plus perdu en championnat depuis le 23 septembre dernier. Porté par Dibust, 20 points à 6 sur 9 à 3 points et Mathias Le Sort, 17 points 6 rebonds. Monaco l'emporte 81 à 71. Prochain match, la réception de Cholet lundi soir à 19h à Gaston Médecin. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Ces créations, des bonbons de toute taille, trônent un peu partout dans le monde, comme celle installée par exemple à l'entrée de la ville de Nice. Certaines sont en principauté, là où tout a commencé pour Laurence Jenkel. L'artiste est de retour à Monaco pour entraîner un nouveau lieu d'exposition, l'Espace 22. Patricia Navarro l'a rencontrée à cette occasion. Bonsoir Laurence Jenkel. Bonsoir Patricia. Quel chemin parcouru depuis vos débuts sur Monaco il y a une dizaine d'années. Tout est allé très vite finalement, hein. Vos bonbons ont connu un engouement presque immédiat. C'est vrai que ce sujet du bonbon a tout de suite interpellé et chacun s'est reconnu dans le bonbon puisqu'on a tous forcément eu ce petit bonbon entre nos mains et que ce soit à Monaco ou partout sur la terre entière, on mange des bonbons et on aime les bonbons. Et alors où se trouvent-ils aujourd'hui vos bonbons? Il y en a à Monaco, à l'entrée de Nice, mais pas seulement. Effectivement, les bonbons ont réellement connu un véritable engouement et aujourd'hui, ce sont des bonbons, sculptures bonbons partout à l'international, donc que ce soit à Londres, à Séoul, à Singapour, à Hong Kong, à New York et bien sûr à Monaco. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de créer les bonbons? Au départ, il est vrai que j'ai été privée durant mon enfance, interdiction formelle d'avoir un seul petit bonbon et c'est vrai que ça m'a un peu perturbée, je dirais, et j'ai voulu prendre une revanche et traiter ce sujet du bonbon pour mon art. Donc je l'ai décliné sous toutes ses formes, en plexiglas, en polyester, en bronze, en marbre, en aluminium, mais à chaque fois ce sont des pièces uniques. Et alors quel est votre processus créatif pour parvenir à mettre en forme avec ces différents supports et matériaux? Souvent je pars d'un dessin et puis ensuite je travaille parfois avec un graphiste pour mettre en 3D et puis des formes plus simples. Il est vrai que je les travaille dans mon atelier, donc avec mes assistants, puisqu'il faut être deux malheureusement pour faire une sculpture, un à gauche, un à droite, pour faire cette fameuse torsion, la fameuse torsion qui caractérise mes bonbons. Et donc aujourd'hui, je les décline dans différents matériaux, mais ça part toujours d'une œuvre en plexiglas, puisque c'est mon matériau de prédilection. Il y avait au départ des couleurs flashy, et puis vous avez également customisé vos bonbons presque à la demande? Absolument, j'ai volontiers customisé les bonbons, donc j'ai fait effectivement pour quelques marques, Chanel, Hermès, Vuitton, à leur demande. Et aujourd'hui, donc, je travaille des monochromes, mais aussi des peintures sur des transparents avec des couleurs qui sont juste exceptionnelles et surtout qui résistent à de très fortes températures. Et puis il y en a de toutes tailles. J'ai en mémoire ces totems que vous aviez créés pour les Influencer Awards de Monaco. Absolument, il y a eu effectivement les Influencer Awards pendant 2 années consécutives où chaque influenceur a eu le plaisir d'avoir une sculpture bonbon, un trophée, mais qui était réellement une pièce unique. Vous exposez des œuvres récentes à Monaco, à la Galerie 22. C'est un peu un retour là où tout a débuté? Je suis très très heureuse d'être à nouveau dans la Principauté puisque c'est ici que j'ai un petit peu démarré mon parcours avec un parcours d'art justement dans l'avenue de l'Ermitage, à l'avenue des Beaux-Arts. Ensuite, il y a eu pour les 150 ans de la SBM également dans les jardins de l'Ermitage toujours, mais aussi au Sporting à Monaco. Et c'est merveilleux pour moi d'être aujourd'hui de retour avec surtout 2 nouvelles œuvres, des œuvres Genk 2020-2021. Donc on retrouve toujours ces torsions qui caractérisent mes sculptures, mais je vous invite volontiers à venir découvrir cette nouvelle production.
Oui, et puis pour ceux qui vous suivent sur les réseaux, vous encouragez aussi la créativité de façon ludique. J'ai lancé il y a quelques semaines déjà le Bonbon Jenk Challenge qui a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux et j'invite aussi les Monégasques à participer à ce jeu concours puisqu'à l'issue des 8 semaines, il y aura une sculpture qui va gagner un bonbon collector pièce unique, mais surtout je réaliserai la sculpture que j'aurai choisie et je ferai donc don de cette sculpture à une association caritative, j'espère à Monaco. Oui, le principe, c'est que les gens, en fait, créent leurs propres bonbons au départ. Tout à fait. En fait, ils créent le bonbon imaginaire, le bonbon de leur rêve, quel que soit l'âge d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des enfants, bien au contraire, il y a des adultes et des gens, des collectionneurs à moi qui m'ont surpris avec un réel talent et des choses merveilleuses que j'aurais presque envie de tous les faire, donc c'est pas possible. Il y aura un seul gagnant, mais quand même 2 autres prix à gagner pour récompenser ces merveilleux dessins. Lorsque l'on a parlé de confinement, alors certains artistes, bien évidemment, nous disaient qu'ils souffraient de ne plus pouvoir aller notamment à la rencontre du public, mais ça a été aussi source de créativité pour certains, c'est votre cas ? Pour moi, absolument. J'ai beaucoup créé. Je continue à créer énormément et j'avoue que je ne me suis absolument pas du tout ennuyée pendant ce confinement. J'ai redémarré des tas de nouveaux projets qu'on va bientôt pouvoir voir ici, à Monaco et aussi à l'étranger. Merci Laurence Jenkel d'avoir été notre invitée alors que vous exposez de nouveau à Monaco vos emblématiques bonbons. Merci à vous. Il est l'heure à présent de notre traditionnel rendez-vous du samedi, le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Après le 2e volet de la biographie de Maya Angelou, quel ouvrage a attiré l'attention de Céline Sabine cette semaine? La réponse tout de suite dans la chronique littéraire. Le Passeur est le titre du premier roman de Stéphanie Coste. Seyoum a fait fortune en organisant le transfert de migrants depuis les côtes libyennes vers Lampedusa. Nous le suivons en plein préparatif de la dernière traversée de la saison. Il va devoir entasser 115 Somaliens et Soudanais dans une embarcation de fortune quand une tempête est annoncée. Il refuse toutefois de repousser le départ et comme à chaque fois, ni lui, ni d'ailleurs aucun de ses hommes ne sera du voyage. La manœuvre du bateau va être confiée à un des migrants aidé seulement d'un GPS et d'une indication, c'est tout droit. Marchand d'espoir, trafiquant d'êtres humains, Seyoum est en fait un homme cynique, cruel, sans état d'âme, qui a fait du désespoir humain son fonds de commerce. C'est un homme qui est aussi alcoolique et mâche à longueur de journée du khat aux effets psychotropes. Alors, est-il encore capable d'humanité ? Ce roman court, incisif, revient aussi sur le passé de Seyoum et sur les événements qui l'ont conduit à devenir un passeur. On comprend alors comment il a été broyé par la vie et comment un homme en fait peut basculer dans l'inhumanité. Difficile donc de penser que derrière l'ignominie se cachent encore des sentiments. Et pourtant, un événement inattendu va bouleverser Seyoum juste avant le départ du bateau. Je ne vous en dis pas plus et vous invite à lire ce roman, un roman percutant, à l'écriture franche, fluide, qui se lit d'une traite. À sa lecture d'ailleurs, on ne peut que s'interroger sur notre propre humanité et la citation d'Hemingway en ouverture du livre y fait parfaitement écho. Toutes les choses vraiment atroces démarrent dans l'innocence. Et retrouvez Le Passeur de Stéphanie Coste ainsi que d'autres ouvrages à la médiathèque de Monaco. N'hésitez pas à demander conseil. On passe aux prévisions météo. Quel temps fera-t-il dimanche, Frédéric ? Grand soleil toute la journée, Émilie, mais le vent va encore s'intensifier demain avec des rafales pouvant atteindre les 80 km/h. Il fera 10 degrés le matin et 15 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h43 pour se coucher à 18h35. Dimanche 14 mars, nous fêterons les Mathildes.
Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. Nous vous parlions dans ce journal du stage des commissaires de piste de l'Automobile Club de Monaco. Ils sont d'ailleurs réputés comme étant les meilleurs au monde. Nous les mettons à l'honneur ce soir avec les photos de Michael Alesi. Passez une excellente soirée et à demain pour le best-of de la semaine sur Monaco Info.